Aujourd'hui, nous allons avoir un sujet très intéressant sur les nouveaux anticoagulants oraux. Tout d'abord, je remercie les laboratoires Pfizer qui soutiennent toujours cette formation médicale continue. Et je tiens à remercier tous les orateurs. Dr Salim Arous qui va nous parler sur les AOD et les valvulopathies, qui est une thématique qui nous intéresse vraiment, nous, tant que maghrébins, parce qu'on a tellement de valvulopathies. Où est-ce qu'on peut insérer ces AOD, sachant bien qu'il y a encore une bonne partie qu'on n'arrive pas à insérer. Et puis, je remercie aussi le Dr Michal qui a accepté de travailler une présentation en l'espace de 48 heures. Merci, Dr Michal. Donc, Avec elle va plaisir, nous madame. parler sur comment on appelle ça, les surdosages des AOD et l'hémorragie des AOD. Donc, sans trop tarder, je vais donner la parole tout de suite au docteur Arous qui va nous parler sur les valvulopathies AOD et on fera les discussions à la fin. Donc, les deux orateurs vont finir leur présentation et puis on fera la discussion à la fin. Donc, à toi la parole, docteur Arous. Merci. Merci, Mme Bell. Vous arrivez à voir mon écran? Oui, très bien, on la voit. D'accord, très bien. Merci, Mme Bell. Je remercie tout le monde d'être présent ici ce soir et on va parler de deux thématiques qui sont très intéressantes. Donc, déjà, on remercie professeur Bell et enfin, toute l'équipe pour le choix des thématiques parce que c'est des sujets d'actualité. Et en même temps, je remercie le laboratoire Pfizer pour leur soutien dans la formation continue. Alors, sans trop tarder, je vais parler d'un sujet très important et d'actualité qui est la place des AOD dans le traitement des valvulopathies. Alors, comme vous savez, il y a quelques années, les AOD ont été prescrits et sont commercialisés et ils ont révolutionné le traitement de certaines cardiopathies en cardiologie. Et au départ, la principale étude, que ce soit pour les différents AOD, qui ont donné l'AMM essentiellement dans le traitement des FA et de la maladie thromboembolique veineuse. Et il restait toujours un petit manque pour les valvulopathies où on les traitait toujours par les antivitamines K parce qu'on sait très bien que les valvulopathies ont un risque thromboembolique qui est surajouté que par rapport aux patients qui ont un FA mais non valvulaire. Et en même temps, il y a un risque qui est toujours élevé, un risque hémorragique sous AVK par rapport aux AOD. Et c'était l'un des bémols dans le traitement des FA valvulaires de nos jours. Et maintenant, pour traiter ce sujet, il faut répondre à certaines questions. Première question à laquelle on doit répondre, est-ce que toutes les valvulopathies, est-ce qu'on peut déjà prescrire les AOD chez les patients qui ont des FA non valvulaires? Et en même temps, est-ce que toutes les valvulopathies sont équivalentes en termes de risque de risque thromboembolique et aussi hémorragique? Il faut savoir. Et deuxième question aussi pour laquelle il faut répondre, est-ce que la sévérité elle intervient dans le risque thromboembolique en cas de FA valvulaire, c'est-à-dire la sévérité de toutes les valvulopathies? Il faut savoir aussi que toutes les études ont exclu les patients qui ont des rétrécissements mitraux serrés. Et troisième question, est-ce qu'il y a une place des AOD dans le traitement chez les patients qui sont porteurs de prothèses mécaniques ou biologiques, ou bien aussi les patients qui sont porteurs de plastie, que ce soit mitrale ou autre, mais généralement, c'est des plasties mitrales. Et les patients, bien sûr, qui sont porteurs aussi de valves par voie percutanée, c'est les patients, ce qu'on appelle le TAVI. Il y a une autre proportion de patients qui ont des cardiopathies congénitales, on va en parler brièvement, mais les principaux patients sont les patients porteurs de valvulopathie native et de prothèses mécaniques. On va faire un bref rappel du mécanisme d'action des traitements anticoagulants. Le chef de file, c'est l'héparine. Donc, le premier traitement anticoagulant, c'était l'héparine. On l'utilisait par voie soit intraveineuse ou sous-cutanée. Le mécanisme d'action, il agissait essentiellement sur l'antithrombine 3 et en inhibant essentiellement l'action du facteur 10A et 2A. Et après, c'est les héparines de bas port moléculaire qui en sont venues et c'était utilisé par voie sous-cutanée et leur action aussi se fait essentiellement sur le facteur anti-10A
mais aussi sur le facteur 2A. Et ce rapport d'action entre 10A et 2A fait la différence entre différentes HBPM. Et pour la plupart, donc, on a la tinzaparine, par exemple, qui a le rapport 10A-2A le plus élevé. Par la suite, on ne peut pas généralement laisser des patients à long terme sous traitement anticoagulant par voie injectable et sont venus après les antivitamines K. Et leur action généralement se fait sur les facteurs vitamine K dépendants, qui sont le facteur 2, 7, 9 et 10. Et par la suite, généralement en 2008-2009, sont venus les nouveaux anticoagulants oraux. Ils sont plus nouveaux de nos jours, sont les anticoagulants oraux directs, les AOD. Il y a des facteurs qui sont anti-10A, qui sont essentiellement le rivaroxaban, l'apixaban et l'édoxaban. Et on a les facteurs anti-2A, essentiellement, c'est le dabigatran et c'est le seul de sa classe. Pardon. Les antivitamines K, on va faire un bref rappel. Généralement, comme on a dit, leur action agit par l'inhibition de la gamma-carboxylation des facteurs vitamine K dépendants, ce qui permet de créer des facteurs vitamine K qui sont inactifs et généralement par l'inactivation de deux enzymes qui sont la vitamine K époxyréductase et la vitamine K réductase. Il faut un fait qui est important chez les vitamines K, qu'ils circulent généralement liés à l'albumine. Et une fois une molécule est utilisée, une autre est libérée de son action, cette liaison avec l'albumine, et utilisée à nouveau, ce qui explique que la durée d'action des vitamines K elle reste prolongée même après l'arrêt des vitamines K jusqu'à 2 à 3 jours, et des fois jusqu'à 5 jours. Et il y a plusieurs antivitamines K. Celui qui est commercialisé au Maroc, c'est l'acénocumarol, le Centrum. Comme vous pouvez le voir ici, sa durée d'action, elle peut atteindre 2 à 3 jours, même si on l'arrête. Et il faut parler aussi d'un autre type de vitamine K qui est important, c'est la warfarine ou la coumadine non commerciale. Et ce qui est important, c'est de savoir que la plupart des études ont utilisé comme référence la warfarine. C'est pour ça que j'en parle. Et sa durée d'action est très prolongée. Elle peut arriver jusqu'à 5 jours, même si on l'arrête. Les antivitamines K, généralement, il faut un bilan de contrôle régulier, un INR. Et c'est l'un des inconvénients de ce traitement. C'est que sa surveillance est difficile. On prend plusieurs jours, voire plusieurs mois pour avoir un INR qui est correct et une cible thérapeutique correcte. Et par conséquent, des fois, on peut tomber des complications hémorragiques. Une chose aussi importante, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses et alimentaires des antivitamines K. Et c'est ce que la plupart des médecins, généralement les cardiologues, appréhendent de nos jours, c'est cet effet surajouté hémorragique des antivitamines K par rapport aux autres traitements anticoagulants. Les AOD, la première commercialisation, c'était en 2008. Il y a plusieurs études qui ont donné l'AMM des AOD. Essentiellement, au début, c'était l'AFA et la maladie thromboembolique veineuse, comme l'étude Aristotle pour l'apixaban, ou Relay pour le dabigatran, ou Rocket pour le rivaroxaban. Et dans la plupart dans toutes les études, l'efficacité était similaire aux AVK, avec moins de complications hémorragiques. C'était un des effets importants des nouveaux anticoagulants oraux, des AOD. Et la chose qui est encore plus importante, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt de surveillance biologique. Mais il faut savoir, pour le rivaroxaban, des fois, on peut trouver des TP prolongés ou des INR qui sont un peu élevés, comme pour les antivitamines K, mais il n'y a pas de problème généralement. Il faut juste le savoir. Aussi, un fait qui est important, c'est qu'il y a des antidotes pour ces nouveaux anticoagulants oraux. Au début, on avait juste pour le dabigatran, mais maintenant, il y a d'autres antidotes qui sont disponibles, pas toujours commercialisés au Maroc, mais pour les anti-10A, il y a des antidotes qui sont disponibles. Et la grande limite de ces AOD, c'était dans le traitement des valvulopathies et les prothèses, et aussi dans les thrombus cavitaires, parce que généralement, ces trois pathologies, il y a un risque, le degré de formation de thrombus il est encore plus élevé que par rapport aux autres traitements, comme aux autres pathologies, comme la FA ou la maladie thromboembolique veineuse. Et c'était toujours une limite généralement dans le traitement de valvulopathie et les prothèses. Il y a toujours quelques études qui sortent de temps à autre, mais toujours avec un faible échantillon. Et de nos jours, il y avait toujours un manque de données dans le traitement de ces trois pathologies essentiellement. Alors, pour aborder ce sujet, on va s'intéresser en tout premier aux valvulopathies natives et le place des AOD dans le traitement des valvulopathies natives.
Et les premières études, c'était en 2014, c'était des sous-études, des études qui ont mené à donner l'AMM aux AOD. On va commencer par la première étude qui a vu le jour, c'était la sous-étude de l'étude Rocket AF et qui a permis, qui a comparé les patients valvulaires et il a comparé le traitement rivaroxaban par rapport aux AVK. Essentiellement, ici, comme toutes les autres études, c'était la warfarine. Donc, parmi tous les patients, il y avait 1992 patients valvulaires et ils ont exclu les patients qui sont porteurs de rétrécissement mitral, qu'ils soient serrés ou non serrés. Ils ont exclu aussi les patients qui sont porteurs de prothèses mécaniques et aussi les patients qui sont sous anti-agrégation plaquettaire ou les patients qui ont une aisance rénale sévère. Ils ont été inclus dans cette étude tous les patients qui ont une valvulopathie significative, mais ici, ce n'est pas précisé le degré de significativité et le degré de sévérité. Et c'est un manque dans cette étude. Et ils ont inclus aussi tous les patients qui sont opérés, comme on peut le voir ici sur le schéma qui est sur le tableau qui est à droite. Donc, il y avait toutes les valvulopathies, sauf le rétrécissement mitral serré. Et aussi, il y a toutes les étiologies confondues, que ce soit rhumatismale, ou congénitale, ou dégénérative, ou bien post-infarctus, généralement pour les insuffisances mitrales. Mais la pathologie prédominante était la pathologie dégénérative. Alors, une première partie de l'étude s'intéressait à vérifier l'efficacité et la sécurité en comparant deux groupes. Essentiellement, le premier, c'était les patients valvulaires par rapport aux patients non valvulaires. Et ici tous les traitements anticoagulants étaient confondus, que ce soit AOD ou AVK. Comme on peut le voir ici sur le début du tableau, ils ont calculé le taux d'événement par 100 patients par an. Et le taux d'événement, on va commencer par l'efficacité, c'est-à-dire le risque de survenue d'AVC ou de AVC, que ce soit patent ou silencieux. Le taux d'événement était similaire dans les deux groupes, c'était 2,23 dans le groupe valvulaire par rapport à 2,09 dans le groupe non valvulaire. Donc, la plupart des traitements anticoagulants protégés de la même manière que ce soit chez les patients valvulaires ou non valvulaires. Par contre, concernant le risque d'hémorragie, donc, en comparant les deux groupes valvulaires et non valvulaires, il y avait un risque surajouté d'événements hémorragiques dans le groupe valvulaire par rapport au non valvulaire. Et c'est, comme on peut le voir, le P il est significatif. Donc, avec un taux d'événement à 18 dans le groupe valvulaire par rapport à 14 dans le groupe non valvulaire. Ici, comme je l'ai dit, tous les traitements anticoagulants étaient confondus, que ce soit AVK ou les autres, ou bien le rivaroxaban. Et on ne peut pas savoir si ce risque hémorragique était dû au traitement anticoagulant ou bien à la valvulopathie elle-même. Deuxième partie de cette étude, elle a permis de vérifier toujours l'efficacité et la sécurité en comparant le traitement rivaroxaban par rapport à la warfarine chez le patient valvulaire. C'est le groupe qui nous intéresse. Toujours en analysant le taux d'événement par 100 patients par an. Par rapport au rivaroxaban, comme on peut le voir ici, par rapport à la warfarine, donc il y avait pas, c'est une efficacité qui est similaire avec un taux d'AVC et que ce soit patent ou silencieux ou d'embolisation systémique était similaire dans les deux groupes, comme on peut le voir ici avec un taux d'événement à 2 dans le groupe rivaroxaban par rapport à 2,43 dans le groupe warfarine avec un intervalle de confiance qui incluait le 1. Donc le résultat était pareil dans les deux groupes. Par contre, pour les complications hémorragiques, il y avait un taux d'événement plus élevé dans le groupe rivaroxaban par rapport à la warfarine, avec un résultat qui est significatif. Comme on peut le voir ici, l'hazard ratio il est 1,25 avec un intervalle de confiance qui n'inclut pas le 1, donc le résultat était significatif. Donc le fait de donner du rivaroxaban, ça peut entraîner un risque hémorragique plus important par rapport à la warfarine chez les patients valvulaires. Mais ici, on ne sait pas le degré de sévérité des valvulopathies. Est-ce qu'il y a un retentissement hépatique, par exemple, de la valvulopathie? Mais le résultat est là. Donc, il y a un risque surajouté hémorragique dans le groupe rivaroxaban. Alors, pour conclure, les patients valvulaires ont un risque hémorragique surajouté par rapport aux patients non valvulaires, que ce soit le traitement par AVK ou AOD. Et si on compare le rivaroxaban par rapport à la warfarine ou aux AVK, donc l'efficacité est similaire, donc ça protège de la même manière contre les AVC et les embolisations systémiques. Par contre, il y a plus d'hémorragie dans le groupe rivaroxaban et c'est un peu paradoxal au résultat à laquelle on s'attend.
Après cette étude, c'est venu une autre étude, une sous-étude, l'étude Aristotle, qui a permis de comparer l'apixaban par rapport à la warfarine chez les patients qui ont une FA d'origine valvulaire. Ici, dans cette étude, elle a été publiée en 2015, juste après la sous-étude de Rocket AF. Et il y avait plus de données et il y avait un plus grand nombre de patients. Ici, le patient valvulaire était de 4800. C'était presque plus que, enfin, c'est plus que le double des patients valvulaires inclus dans l'étude de Rocket AF. Et les patients inclus, c'était des patients qui avaient des valvulopathies sévères ou modérées. Les patients qui avaient un rétrécissement mitral, bien sûr, étant serré, ont été exclus de l'étude. Mais par contre, les patients qui avaient un rétrécissement mitral non serré, c'est-à-dire avec une surface mitrale supérieure à 1,5, ont été inclus dans l'étude. Et généralement, les auteurs se fiaient directement aux données échographiques fournies par le médecin traitant. Il n'y a pas d'échographie qui a été répétée à l'admission des patients. Et bien sûr, les patients qui étaient porteurs de prothèses mécaniques ou étaient sous traitement anti-agrégant plaquettaire ou qui avaient une aisance rénale sévère ont été exclus de l'étude. Alors, on va voir les patients qui nous intéressent. C'est le patient dont le diagramme est en rang. C'est le patient valvulaire. Et toujours, on calcule le nombre d'événements par an et en comparant l'apixaban à la warfarine. Et comme on peut le voir ici, le taux d'événement, la première évaluation, c'était le risque de survenue d'AVC et d'embolisation systémique. Le taux d'événement dans le groupe apixaban, il était nettement plus faible que celui de la warfarine, avec un intervalle de confiance qui n'inclut pas le 1 et un hazard ratio de 0,70, donc le résultat est significatif. Donc, l'apixaban protège contre les embolisations systémiques et l'AVC plus que la warfarine. Concernant le risque hémorragique, toujours ce qui nous intéresse, c'est le patient valvulaire et le risque de saignement tout court, que ce soit majeur ou mineur, ou bien le risque de saignement cérébral, il était plus faible dans le groupe apixaban par rapport au groupe warfarine, comme on peut le voir ici. Donc, au total, dans cette étude d'Aristote, il y avait un échantillon plus grand. Et concernant l'efficacité, c'est-à-dire le risque de survenue d'AVC ou d'embolisation systémique, le risque était plus faible dans le groupe apixaban par rapport à la warfarine, avec moins de saignement. Et il y avait des choses positives dans le design de l'étude et dans le recrutement des patients. La sévérité, elle était précisée, même si la plupart des patients étaient des patients qui avaient une aisance mitrale ou aisance tricuspide ou une valvulopathie. Et ces résultats étaient confirmés par l'étude RELY du dabigatran pour le dabigatran et l'étude Engage AF pour l'édoxaban. Par contre, pour le rivaroxaban avec l'étude AF chez les patients valvulaires, donc l'efficacité était similaire, mais par contre, il y avait plus de saignement dans le groupe rivaroxaban par rapport aux AVK. Et c'est ce qui a été confirmé dans une méta-analyse publiée en 2017 et qui a comparé les AVK par rapport à tous les AOD chez les patients qui sont valvulaires et qui ont une FA. Et je vais vous épargner tous les détails parce que ça dit la même chose. Pour la prévention du risque embolique, tous les AOD étaient efficaces, mais par contre, pour le risque hémorragique, que ce soit l'apixaban, l'édoxaban, dabigatran, réduisait les événements hémorragiques. Par contre, le rivaroxaban, dans le groupe rivaroxaban, il y avait plus de saignement. Et maintenant, il y a une chose importante à laquelle on doit s'intéresser, c'est est-ce que la sévérité des valvulopathies a un retentissement sur le risque thromboembolique et aussi sur le risque hémorragique. C'est une étude qui a été publiée en 2020 et qui a pris tous les patients qui avaient une aisance mitrale de tous les grades. Ils ont comparé l'efficacité des AOD par rapport aux des AOD selon la sévérité de l'aisance mitrale. Et tous les AOD ont été inclus, que ce soit l'apixaban, le rivaroxaban ou le dabigatran. Ils ont comparé deux groupes, un groupe de patients qui a une aisance mitrale minime ou modérée, grade 1 ou 2, et un groupe de patients qui ont une aisance mitrale moyenne ou sévère. Alors, concernant le risque thromboembolique, sur la droite de l'écran, sur la courbe à droite, on voit bien que le risque thromboembolique est similaire, peu importe la sévérité de la valvulopathie. Par contre, dans le groupe
concernant le risque hémorragique, dans le groupe insuffisance mitrale moyenne ou sévère, il y avait plus d'événements hémorragiques par rapport aux patients qui ont une insuffisance mitrale légère ou modérée. Et généralement, comme vous le savez, l'insuffisance mitrale sévère peut donner une HDAP avec un retentissement hépatique et ça peut mener à des effets hémorragiques indésirables. Et chose aussi qui est importante dans cette étude, la plupart des patients, enfin presque la moitié des patients étaient sous dabigatran et ça peut jouer, ça peut fausser un peu les résultats de cette étude. Une chose aussi qui peut plaider en faveur de l'utilisation des AOD par rapport aux AVK chez les patients valvulaires, c'est la progression et la sévérité des valvulopathies, comme dans cette étude publiée en 2019, et qui a comparé les AVK par rapport aux AOD chez les patients qui sont porteurs d'un rétrécissement aortique. Généralement, dans la plupart des patients, c'est un rétrécissement aortique moyennement serré. Donc, les deux critères qui ont été étudiés, c'est la progression de la vélocité du rétrécissement aortique et les calcifications aortiques. Et sur les deux critères, comme on peut voir en bas, pour la comparaison des deux groupes, dans le groupe AOD, il y avait une progression plus lente de la vélocité et de la sévérité du rétrécissement aortique, avec une progression aussi plus lente des calcifications aortiques. Et donc, comme conclusion de cette étude, la progression de calcification et de rétrécissement aortique elle est plus lente dans le groupe AOD par rapport à AVK. Par quel mécanisme, nos auteurs n'ont pas précisé, mais c'est une chose qui peut plaider en faveur de l'utilisation des AOD. Et une chose aussi qui est importante, c'est le taux de patients qui ont été étudiés dans cette étude, et c'était aux alentours de 300. Et enfin, c'est un échantillon qui est important, ce qui plaide en faveur des résultats de cette étude. Alors maintenant, on passe à un deuxième chapitre, c'est la place des AOD dans les chirurgies valvulaires en général, que ce soit les bioprothèses mécaniques, bioprothèses mitrales aortiques ou bien les prothèses mécaniques ou bien aussi les patients qui subissent une réparation mitrale ou une valvulopathie mitrale. Et comme vous pouvez le voir ici sur cette courbe, depuis 2014, il y a une utilisation plus importante des AOD dans les bioprothèses, que ce soit mitrales aortiques, mais généralement dans les bioprothèses mitrales, parce que généralement, dans la valvulopathie mitrale, il y a plus de FA. Mais par contre, dans le groupe prothèse mécanique, on est resté toujours stable à presque 1% d'utilisation de tous les patients qui ont été opérés. On va commencer par les bioprothèses, que ce soit mitrales ou aortiques. Comme vous savez, c'est indiqué chez les patients qui ont un âge plus de 60 ans ou 65 ans, ça dépend de la localisation mitrale ou aortique. Et on les préconise parce que généralement, il y a un risque hémorragique qui est élevé. Et on l'utilise généralement pour les patients qui ont une espérance de vie qui est inférieure à celle de la prothèse, généralement inférieure à 10 ans. Et c'est préconisé aussi parce que c'est généralement des patients qui ont une contre-indication au traitement anticoagulant et on utilise ces bioprothèses pour éviter un traitement anticoagulant au long cours. Et dans les recommandations, il faut un traitement anticoagulant, même si chez un patient qui a subi une bioprothèse, il faut un traitement anticoagulant pendant 3 à 6 mois. On peut même donner de l'aspirine pendant cette période. Et pour les patients qui ont un risque thromboembolique faible, comme les patients porteurs d'une prothèse aortique avec des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont peu nombreux, ou bien les patients qui ont un risque hémorragique élevé, on peut donner de l'aspirine seule et ne pas donner de traitement anticoagulant. Alors, deux situations se confrontent chez les patients qui sont porteurs ou qui vont avoir une bioprothèse chirurgicale. Il y a le premier groupe de patients qui sont en FA avant la chirurgie. C'est un groupe qui est faible. Et avant, chez ces patients-là, généralement, on donnait de l'AVK et on préconisait aux patients d'avoir une prothèse mécanique parce que c'est de toute façon un patient qui aura un traitement anticoagulant et qui ne doit pas avoir une bioprothèse. Mais maintenant, avec l'avènement des AOD, on peut même, chez le patient qui gardera un traitement anticoagulant en long cours, de le faire bénéficier d'une bioprothèse. Et maintenant, mais c'est une situation qui est très faible, généralement, très peu fréquente, parce que généralement, ce sont des patients qui sont opérés pour une bioprothèse et au long cours, ils vont développer une FA. À ce moment-là, on sera confronté à leur donner un traitement anticoagulant.
Et généralement, si un patient ne doit pas avoir un traitement anticoagulant, ce qui est recommandé dans les 3 mois qui suivent une bioprothèse, maintenant, c'est on peut donner l'AOD avec une aspirine, 3 premiers mois, puis on garde l'AOD seul. Et bien sûr, chez les patients qui ont un risque hémorragique élevé, on peut ne pas donner l'aspirine et donner de l'AOD seul. Pour les patients qui ne sont pas FA, qui seront opérés, le traitement anticoagulant avec les dernières études n'est plus recommandé. On peut donner de l'aspirine seule chez les patients qui auront une bioprothèse chirurgicale. On va commencer par une première étude, c'est l'étude River qui a évalué le traitement anticoagulant chez les patients qui ont eu une bioprothèse mitrale. Ils ont été inclus dans cette étude tous les patients en FA. Ils ont comparé 2 groupes de patients, des patients sous rivaroxaban par rapport à des patients sous warfarine. Et le critère de composite primaire, c'était la mortalité et les événements cardiovasculaires et le saignement majeur. Et comme on peut le voir sur cette courbe, sur un suivi presque de 3 ans, le rivaroxaban était d'une efficacité et d'une sécurité qui est similaire par rapport à la warfarine chez les patients qui ont eu une bioprothèse mitrale. Donc, le P il est significatif pour une non-infériorité et, pardon, excusez-moi, et avec un moins d'événements hémorragiques. Donc, chez les patients qui ont une bioprothèse, les AOD, et ici l'AOD utilisé et testé, c'était le rivaroxaban, on peut le donner avec beaucoup de sécurité et moins d'événements hémorragiques. Alors maintenant, qu'en est-il des patients qui subissent une réparation mitrale, c'est-à-dire une plastie mitrale? Et il faut savoir que chez ces patients-là, c'est aussi recommandé de donner un traitement anticoagulant dans les 3 mois qui suivent la chirurgie jusqu'à ce que la prothèse soit épithélialisée complètement. Et maintenant, pour discuter de cette indication, il y a une étude qui a été publiée en 2020. Ils ont inclus un nombre conséquent de patients qui ont subi une réparation mitrale. Et il y a des patients qui ont été inclus de façon prospective, c'est-à-dire les patients qui venaient d'être opérés et que les patients soient en FA ou non, ils ont été inclus dans cette étude. C'est-à-dire FA, on va garder le traitement anticoagulant en cours, pas de FA, on va l'arrêter au bout de 3 mois. Et dans un autre groupe de patients, ils ont été inclus de façon rétrospective. C'est des patients qui ont eu une opération plus de 3 mois et chez qui on a indiqué par la suite un traitement anticoagulant. Et on a comparé ces 2 groupes, c'est-à-dire généralement le rivaroxaban par rapport à la warfarine. Et le résultat de cette étude, c'était la warfarine par rapport à le rivaroxaban par rapport à la warfarine était d'une efficacité et d'une sécurité similaires dans les 2 groupes. Alors, en conclusion, pour les chirurgies valvulaires, que ce soit bioprothèse mitrale ou aortique, réparation mitrale, les AOD peuvent être utilisés avec beaucoup d'efficacité, enfin avec une efficacité, une sécurité au moins similaire aux AVK. Il faut savoir aussi une chose qui est importante, dans la plupart des études, le traitement AOD qui a été testé, c'est le rivaroxaban, dans les chirurgies valvulaires, bien sûr. Alors maintenant, qu'en est-il des patients qui ont eu un TAVI et qui sont en ACFA? Comme vous savez, les patients qui subissent un TAVI sont une population âgée et fragile. Généralement, ils ont des coronaropathies, ils ont été stentés. On l'associe à un traitement anticoagulant par rapport à un traitement anti-agrégant plaquettaire, d'où le risque hémorragique élevé. Et maintenant, la plupart des patients qui subissent le TAVI sont à un risque chirurgical élevé. Et récemment, même les patients qui sont en risque chirurgical modéré ont été inclus dans le groupe TAVI. Il y a une étude. Alors maintenant, qu'en est-il de la place des AOD chez les patients qui sont en ACFA? Il y a 2 études qui viennent de sortir. La plus récente, c'est l'étude Océane. Alors, ils ont inclus dans cette étude tous les patients qui étaient en ACFA et qui ont eu un remplacement percutané de la valve aortique. C'est une étude qui est prospective avec un grand nombre de patients. 403 patients étaient en ACFA entre 2013 et 2017 et presque la moitié, 56,3 étaient sous AOD et 43% étaient sous AVK. Et le critère principal de cette étude, c'était la mortalité toute cause, que ce soit lié à un événement ischémique, thromboembolique ou hémorragique. Et comme vous pouvez le voir sur cette courbe, les AOD, essentiellement dans cette étude, le rivaroxaban,
les AOD en général, donc que ce soit le rivaroxaban, l'apixaban ou les doxaban, ont permis de réduire la mortalité de moitié par rapport aux AVK. Donc, chez les patients qui ont eu un TAVI qui sont en ACFA, il serait plus judicieux de donner de l'AOD par rapport aux AVK. Maintenant, qu'en est-il des prothèses mécaniques chez les patients? Donc, c'était toujours un manque ici et on sait très bien que les prothèses mécaniques ont un risque thromboembolique qui est très élevé et les AOD, jusqu'à ce jour, n'ont pas montré un bénéfice par rapport aux AVK. Mais il y a toujours des ébauches de bon augure qu'on voit sur quelques études, mais leur efficacité, elle reste limitée. Il y a peut-être comme la localisation de la prothèse, soit mitrale ou aortique, et peut-être la dose de l'AOD qu'il faut utiliser pour ce type de patients qui sont porteurs d'une prothèse mécanique. Et on sait bien que le métal est très thrombogène. Et si on n'a pas un niveau d'anticoagulation qui est assez efficace, on ne peut pas protéger le patient. Et c'est le cas aussi pour les AVK. On donne généralement une dose qui est plus élevée en ciblant un INR plus élevé par rapport aux patients qui ont une FA, une maladie thromboembolique veineuse. Et chose encore qui plaît toujours en faveur de l'utilisation des AVK, c'est que le risque de thrombose prothèse dépasse largement le risque hémorragique. Alors maintenant, la première étude qui a été publiée en 2010, et l'idée est venue de quel traitement par lequel substituer les AVK si, par exemple, par malheur, on doit arrêter les AVK chez les patients porteurs de prothèses mécaniques. C'est une étude qui a été faite in vitro, c'est-à-dire ils ont pris un tube qui est un tube avec un chenal qui est circulant. Ils ont mis une prothèse mécanique avec une quantité de sang de 300 ml. Ils ont comparé 3 types de traitements anticoagulants, l'héparine, l'HBPM et le dabigatran. Et le critère principal d'évaluation de cette étude, c'était la durée de formation du thrombus et le poids du thrombus. Et comme vous pouvez le voir ici sur le tableau à droite, donc en haut, c'est l'héparine et il représentait le poids de thrombus le plus faible. Par contre, si on compare l'HBPM ou le dabigatran, le poids du thrombus était plus faible dans dabigatran par rapport à l'HBPM, c'est-à-dire ici, même si c'est in vitro, mais le dabigatran protégeait encore plus les patients par rapport à l'HBPM. Et on sait très bien que de nos jours, chez certains patients, par exemple, porteurs de prothèses aortiques, on leur donne de l'HBPM quand on arrête les AVK. Et ici, dans cette étude, le dabigatran était plus efficace que l'HBPM. Et puis après, on a eu une autre étude, c'était la première à être publiée en 2013, c'est une sous-étude de l'étude de RELINE, c'est REALIGN, et qui a comparé le dabigatran par rapport à la warfarine chez les patients porteurs de prothèses mécaniques. C'était une étude phase 2 pour validation de dose et pour validation de concept. Et ils ont comparé ces deux traitements chez deux groupes de patients. Une population A chez qui on a comparé les deux types de traitements de façon précoce après la chirurgie, généralement dans les 7 jours. Et un groupe, c'est la population B chez qui on a comparé les deux traitements au moins 3 mois après la chirurgie. C'était une étude randomisée, 2 pour 1, c'est-à-dire en faveur du dabigatran. Ils ont évalué 3 types de doses de dabigatran, 150, 220 et 300 mg 2 fois par jour. Et la dose a été ajustée selon le débit de filtration glomérulaire. Et pour savoir s'ils étaient efficaces avec le dabigatran, ils ont fait un dosage plasmatique de dabigatran avec un objectif au moins de 50 nanogrammes par ml. Et les patients qui n'avaient pas atteint ce dosage étaient exclus de l'étude. Et bien sûr, au final, ils ont évalué les événements thromboemboliques et hémorragiques. Alors, il y avait un total de 252 patients, 168 sous dabigatran et 84 sous warfarine. La localisation aortique était prédominante. Et bien sûr, on va voir en premier, on va comparer les deux types de populations. Alors, dans ce premier tableau, comme vous pouvez le voir, pour la population A, chez qui on a introduit un traitement coagulant, on a généralement dabigatran de façon précoce, il y a plusieurs patients chez qui on a dû interrompre
ou faire une escalation, enfin, on a changé la dose de dabigatran par rapport aux patients de la population B. Alors, ce qui plaide en faveur qu'en post-opératoire précoce, on a une inflammation très importante, la prothèse n'est pas encore épithélialisée, et ce qui a mené dans cette étude un risque, comme vous pouvez le voir ici sur les deux courbes à droite, un risque de thromboembolique plus élevé dans le groupe warfarine et aussi un risque de saignement plus élevé dans le groupe warfarine. Donc, cette période post-opératoire précoce, elle prédispose aux thromboses et elle prédispose aussi à l'hémorragie. Et cette étude a été arrêtée prématurément. Mais quand on compare ici, comme vous pouvez le voir sur le tableau qui est à droite, le taux d'événement, que ce soit AVC ou hémorragie, était plus élevé dans le groupe population A par rapport à la population B. Et donc, généralement, comme conclusion de cette étude, le risque embolique et hémorragique sont élevés dans la période post-opératoire précoce et il faut éviter généralement de donner le dabigatran. Même si l'étude, au final, ils ont conclu que la dabigatran n'était pas sécuritaire chez les patients porteurs de prothèses mécaniques. Mais il y avait une chose à prendre en considération, c'était la durée, enfin la période pendant laquelle a été introduit le traitement anticoagulant. Et puis après, il y a une autre étude qui vient enfin, c'est pas une étude, c'est l'étude de Kiwasadi. C'est pas une étude complète, mais c'est une étude pour prouver le concept de donner un traitement AOD chez les patients porteurs de prothèses. Et ça vient d'être publié en 2020, en octobre 2020. Et c'est une étude qui a comparé le traitement par AOD, ici c'est le rivaroxaban, par rapport à la warfarine. Et comme critère d'inclusion de cette étude, ils ont exclu les patients qui ont subi une chirurgie de façon précoce, généralement de moins de 3 mois. C'est une étude qui est toujours randomisée. Et une chose qui est importante, ils ont fait une TTM cérébrale et une échographie transœsophagène avant l'inclusion dans l'étude des patients et dans les 3 mois après l'inclusion dans l'étude. Et aussi, une chose qui est importante, la dose du rivaroxaban était plus élevée, 15 mg x 2 par jour. Et on sait très bien que la dose recommandée chez les patients qui ont une FA ou bien une maladie thromboembolique veineuse, c'est 20 mg par jour en une seule prise. Et bien sûr, les patients qui prenaient un traitement anti-agrégant plaquettaire ou qui ont un autre traitement qui interagissait avec le traitement anticoagulant ont été exclus de l'étude. Ici, on voit bien que le nombre de patients il est faible. Ils ont comparé 23 patients sous rivaroxaban par rapport à 21 patients sous warfarine. Et comme on peut le voir ici comme résultat de cette étude, pour l'efficacité, c'est-à-dire le risque d'AVC et d'embolisation systémique, le risque était comparable dans le groupe rivaroxaban par rapport à la warfarine. Donc, les deux groupes ont été similaires. Et aussi, c'est un fait aussi pour l'hémorragie. Donc, le taux d'événement chez les patients sous rivaroxaban par la warfarine était comparable. Donc, comme résultat de cette étude, le traitement, le rivaroxaban n'expose pas le patient porteur de prothèse mécanique à un risque thromboembolique ou hémorragique plus élevé. Enfin, le risque hémorragique et thromboembolique était similaire dans le groupe rivaroxaban par rapport à la warfarine. Et les auteurs ils suggèrent, et il y a peut-être une étude qui était déjà en cours, pour inclure un grand nombre de patients pour avoir des résultats qui sont interprétables et par la suite, ça nous permettra peut-être d'inclure les AOD, essentiellement rivaroxaban dans cette étude, dans le traitement des prothèses mécaniques. Alors au total, pour les patients qui sont porteurs de valvulopathie native, les AOD sont autorisés de nos jours et généralement, quand on voit le résultat des études, l'apixaban, c'est le plus sécuritaire. Si on veut donner un AOD chez un patient valvulaire, c'est l'apixaban qu'il faut privilégier parce qu'il fait saigner moins par rapport au rivaroxaban. Il faut savoir aussi que la plupart des études n'ont pas inclus les rétrécissements mitraux et parce que généralement, un rétrécissement mitral serré, soit on va l'opérer, il y aura soit une prothèse mécanique, donc on va l'inclure dans le groupe des prothèses mécaniques, ou bien il subira une dilatation mitrale percutanée. Et c'est un grand manque ici dans le traitement par les AOD, parce qu'il n'y a aucune étude qui évalue le bénéfice des AOD chez les patients qui ont eu une dilatation mitrale percutanée.
Pour le deuxième groupe de patients qui ont eu une plastie mitrale, une bioprothèse ou un TAVI, les AOD sont safe, on peut les utiliser, sachant que le dabigatran et le rivaroxaban ce sont les seuls qui ont été testés dans les études. Pour le groupe de prothèses mécaniques, l'AVK, c'est toujours recommandé de nos jours. Il n'y a pas de place pour les AOD. On a besoin d'une étude à large spectre qui est peut-être en cours et peut-être d'ici quelques années, on pourra utiliser les AOD et c'est un grand plaisir parce que les AVK, on sait très bien qu'on a beaucoup d'appréhension pour la prescription des AVK chez les patients, généralement porteurs que ce soit de valvulopathie ou pas. Il y a un autre groupe de patients qu'il ne faut pas oublier, ce sont les patients qui sont adultes et qui ont une cardiopathie congénitale. Et il y a une étude qui s'est intéressée à ce chapitre qui a été publiée en 2020. Et il faut savoir, comme vous pouvez le voir ici sur le tableau, ils ont inclus dans l'étude des patients qui sont porteurs de bioprothèses, des patients qui ont une valvulopathie significative avec en FA, comme par exemple les bicuspides aortiques, et même les patients qui ont une circulation de Fontan, sachant que la circulation de Fontan est très embolisante. Ils ont comparé tous les AOD par rapport aux antivitamines K et l'efficacité était similaire dans les deux groupes. Donc, chez les patients porteurs de cardiopathie congénitale, les AOD peuvent être utilisés avec sécurité, bien sûr. Ici, on voit sur ce tableau les recommandations de l'ESC, donc qui ont été publiées en 2021. Comme on peut le voir, pour les prothèses mécaniques, il faut toujours... Pour les prothèses mécaniques, ce n'est pas recommandé, c'est même contre-indiqué de donner un AOD, mais jusqu'à 9 jours. Et par contre, pour les patients porteurs de valvulaire, on peut utiliser les AOD avec c'est recommandé. Par contre, pour les patients qui ont un rétrécissement aortique serré, il y a très peu de données, mais on sait très bien que les rétrécissements aortiques serrés seront soit opérés, soit ils auront un TAVI, et la proportion de patients qui ont un rétrécissement aortique serré mais n'ont pas opéré sont très faibles. Et pour les patients qui ont une TAVI, bien sûr aussi, on peut donner les AOD et avec beaucoup de sécurité et c'est recommandé. Et pour les gens qui veulent avoir beaucoup de précision sur le traitement des AOD et la plupart des études qui ont été publiées, il y a un position paper qui a été publié par l'ESC. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit et ça peut vous aider dans votre pratique quotidienne. Donc, en conclusion, les AOD, de nos jours, ils ont une place dans les valvulopathies natives. Pour le rétrécissement mitral serré, il n'y a pas d'étude en cours, ce qui peut même nous pousser, nous, ici au service, peut-être à faire une étude. Généralement, chez les patients qui ont eu une dilatation mitrale percutanée, ça serait intéressant. Pour les patients qui ont une prothèse mécanique, l'AOD n'est pas encore indiqué, mais on a besoin, pour donner un traitement et pour être sécuritaire, il faut une preuve scientifique. Donc, on est toujours en attente d'une preuve scientifique. Et chez ce groupe de patients, sûrement, on aura besoin de doses plus élevées pour tous les AOD confondus. Et on a de belles perspectives dans l'avenir. Donc, je pense d'ici 5 ou 6 ans, ça sera l'une des nouveautés dans le traitement des cardiopathies par les AOD. Donc, les AOD peut-être auront une place dans les prothèses mécaniques. Peut-être qu'on commencera par les prothèses aortiques, puis après les prothèses mitrales. Mais je pense qu'on attendra le résultat des études pour voir ce qui se passera par la suite. Alors, merci pour votre attention. Merci, Dr Arros. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour gagner du temps, je vais donner la parole tout de suite au Dr Michel et puis on ouvrira la discussion pour tout le monde. Merci. Merci professeur Epel, merci professeur Arros de m'avoir donné l'occasion de présenter un thème aussi important portant sur les AOD. Merci au laboratoire de Pfizer pour superviser la formation médicale pour les résidents au CHU de Casablanca. Donc, chers collègues, permettez-moi de vous présenter ce thème portant sur le surdosage et les hémorragies liées aux AOD. Et pour traiter ces thématiques, on va traiter ces thématiques sur la lumière du position paper
paper guide pratique d'utilisation des AOD chez les patients porteurs de FA qui vient d'être publié par l'ESC en 2021. Donc, les anticoagulants oraux directs sont l'anticoagulation de choix pour la prévention des AVC chez les patients porteurs de FA non valvulaire. Comme on vient de voir, FA non valvulaire, ça veut dire tous les patients qui, en dehors des RM serrés, en dehors des prothèses valvulaires mécaniques, ils sont utilisés également pour la prévention et le traitement de la maladie thromboembolique veineuse. Ils ont l'avantage de ne pas nécessiter une surveillance biologique de leur effet anticoagulant et ils ont gagné beaucoup de terrain, surtout avec la pandémie COVID-19 où il y a une limitation des consultations et des surveillances biologiques des patients. Donc, on distingue deux types d'AOD selon leur type d'action. Il y a les inhibiteurs directs du facteur 10 activé qui incluent l'apixaban, l'édoxaban et le rivaroxaban. Il y a les inhibiteurs directs de la thrombine qui n'incluent que le dabigatran. Et selon le nombre de prises, on distingue les AOD qui sont en monoprise, le rivaroxaban et l'édoxaban, et les AOD qui sont pris de façon biquotidienne. On note l'apixaban et le dabigatran. Donc, on a déjà vu avec professeur Arouf ce schéma qui permet de préciser le site d'action des différents anticoagulants oraux directs. Donc, on voit bien la première famille des anti-10A qui agissent directement, c'est le facteur 10 activé pour inhiber et casser la cascade de la coagulation. Et la deuxième famille qui inclut le dabigatran qui agit directement sur le facteur 2 activé, la thrombine. Donc, il est important de savoir que ces quatre molécules ont une biodisponibilité qui est différente, un métabolisme rénal et hépatique qui est différent et une demi-vie qui est différente. Par exemple, le dabigatran. Donc ici, par exemple, le dabigatran, c'est la molécule qui a la plus de filtration rénale. Elle est filtrée à 80% par le rein. Elle est filtrée seulement à 20% par le foie. Les autres molécules, quant à elles sont éliminées à la fois par le rein et par le foie par des proportions différentes. Mais l'apixaban est la molécule qui est la moins filtrée par le rein et qui a le plus de filtration hépatique. Donc, ceci en découle plusieurs recommandations de prescription. Le dabigatran ne pourra pas être prescrit lorsque la tolérance de la créate elle est inférieure à 30 ml par minute et l'apixaban ou les autres molécules pourront être prescrits pour une tolérance de la créate entre 15 et 30 ml par minute, avec des réductions de dose pour certaines molécules. Donc, pour savoir comment peut survenir un dosage, pour le prévenir et pour le traiter en cas de survenue, il faut passer par des bonnes pratiques de prescription des AOD. Donc, pour bien prescrire un AOD, on va élaborer ensemble un guide pratique de prescription facilité pour savoir quelle molécule choisir et à quelle dose il faut la prescrire. On va commencer par l'indication. Donc, en général, les principales indications, c'est la FA non valvulaire. Et dans ce cas, la dose prescrite indiquée pour l'apixaban, elle est de 5 mg 2 fois par jour. Cette dose, elle peut être réduite à 2,5 mg 2 fois par jour lorsque 2 des 3 critères sont présents. Ça veut dire lorsqu'il y a soit un poids qui est inférieur à 60 kg, un âge qui est supérieur à 80 ans, ou une créate qui est supérieure à 15 mg par litre. Dans ce cas, si 2 de ces 3 critères sont présents, il faut réduire la dose de 5 mg vers la dose de 2,5. Lorsqu'il y a un seul critère qui est la clairance entre 15 et 30 ml par minute, ce critère est à lui seul suffisant pour réduire la dose et on n'a pas besoin de 2 critères. Pour le dabigatran, il est prescrit à la dose de 150 mg 2 fois par jour. Cette dose elle est réduite à 110 mg 2 fois par jour lorsqu'il s'agit d'un patient qui est âgé au-delà de 80 ans, lorsqu'il y a une association possible avec une médication qui peut potentialiser l'action du dabigatran comme le verapamil, lorsqu'il y a des problèmes de gastro-intestinaux importants comme un ulcère, comme un antécédent d'ulcère. Donc, l'édoxaban, c'est une molécule qui n'est pas encore commercialisée au niveau du Maroc. Elle est prescrite à la dose de 60 mg en monoprise et la dose est réduite à 30 mg en monoprise lorsqu'il y a un poids qui est inférieur à 60 kg ou lorsqu'il y a une clairance de la créate qui est inférieure à 50 ml par minute. Le rivaroxaban, quant à lui, est prescrit en monoprise à la dose de 20 mg et cette dose elle est réduite à 15 mg si la clairance de la créate elle est inférieure à 50 ml par minute. En ce qui concerne la maladie veineuse thromboembolique,
il faut toujours commencer en thérapie initiale par une dose plus importante d'apixaban à la double dose de 10 mg 2 fois par jour pendant 7 jours avant de passer à la dose de 5 mg 2 fois par jour. Il faut noter que le dabigatran nécessite une prémédication par une héparine, soit non fractionnée, soit ppm avant de passer à la dose de 150 mg 2 fois par jour. En général, on prescrit la dose curative d'HPPM 5 jours avant de passer à la dose orale de dabigatran. Le rivaroxaban est prescrit aussi à la dose de charge de 2 fois par jour, 15 mg 2 fois par jour pendant 3 semaines avant de passer à la monoprise de 20 mg 1 fois par jour. Donc, la maladie veineuse thromboembolique, il faut savoir qu'il y a des nouveautés par rapport à la prescription à la dose antiagrégante en matière de pathologie coronaire chez des patients qui n'ont pas de FA. Ces recommandations se basent sur une faible dose de rivaroxaban à 2,5 mg 2 fois par jour qui n'est pas commercialisée pour le moment au Maroc et elle est indiquée en cas de risque ischémique qui est élevé et en cas de risque hémorragique qui est faible en post-syndrome coronaire aigu au-delà de 12 mois en association avec l'aspirine. En cas de FA chez un patient en post-IDM ou en post-angioplastie, les doses qui sont prescrites sont les doses habituelles à dose thérapeutique pour une FA, sauf pour le rivaroxaban où la dose elle est diminuée à 15 mg 1 fois par jour. Il faut savoir qu'en matière de FA en post-IDM ou en post-angioplastie, il faut raccourcir le plus possible la durée de cette trithérapie et la stratégie par défaut qu'on utilise, c'est en général une trithérapie pendant 1 semaine et à la sortie d'hospitalisation, au bout de 7 jours, le patient doit sortir avec une bithérapie seulement à base d'AOD et un anti-agrégant plaquettaire. Et au-delà de 12 mois, il ne faut garder que l'AOD. Donc, à part l'indication, il faut déterminer l'âge du patient et qui va avec le terrain, ça veut dire la fragilité, les troubles cognitifs, le risque de chute et le risque de non-observance. Le cut-off par rapport à la réduction des doses, il est fixé à 80 ans pour l'apixaban et pour le dabigatran. La fragilité, c'est une cause de perte pondérale et de dégradation de la fonction rénale. Elle expose à un risque de surdosage. Et la réduction des doses chez le sujet âgé ou chez le sujet fragile doit faire étudier une balance entre le risque ischémique et le risque hémorragique. De ce fait, chez des patients qui sont âgés, qui sont fragiles, il faut toujours monitorer le poids, il faut monitorer la créate et traiter les facteurs de risque de saignement chez des patients qui sont prédisposés à saigner. Il faut savoir que la fragilité, c'est un terme qui est très vague et ce tableau qui est publié sur le position paper, il permet de déterminer à peu près qu'est-ce que c'est qu'une fragilité et les degrés de fragilité allant du bon état général jusqu'à la fragilité extrême. La fragilité, elle se base sur le degré d'autonomie, le degré de réalisation des activités quotidiennes, la dépendance d'une aide ou d'une tierce personne pour faire les activités quotidiennes. Donc, le risque de chute chez une personne âgée, il est peut-être évalué par certains scores. En général, les chutes ne sont pas en eux-mêmes une contre-indication aux AOD, mais il faut prendre des précautions et agir sur la comédication afin de diminuer le risque de saignement. Il faut savoir aussi que les AOD par rapport aux AVK ont montré un risque diminué de saignement majeur et de saignement intracrânien en cas de chute. La démence peut poser un problème d'adhérence au traitement. Et de ce fait, chez certains patients qui sont déments, chez qui il y a un passage d'infirmière à domicile 1 fois par jour, il peut préférer une monoprise par rapport à la biprise. Mais lorsqu'il y a une supervision par de la famille ou par un personnel paramédical, l'adhérence, elle est nettement améliorée. Donc, le poids est un paramètre essentiel à déterminer, à préciser avant de prescrire un AOD, car il a une influence sur la distribution et sur la concentration plasmatique des AOD. Il y a un risque de surdosage ou de sous-dosage avec les poids extrêmes. En général, l'obésité, elle peut entraîner un risque de sous-dosage. Et au-delà d'un IMC supérieur à 50 kg par mètre carré ou au-delà d'un poids supérieur à 120 kg, il faut généralement préférer les AVK car les taux plasmatiques des AOD sont diminués. Au contraire, lorsqu'on a de faibles poids, on peut rencontrer le risque de surdosage aux AOD et de ce fait, il y a certaines recommandations de réduction de dose lorsque le poids il est inférieur à 60 kg avec l'apixaban et avec l'édoxaban.
Il est impératif de réaliser un bilan biologique avant toute prescription d'AOD, à savoir une fonction rénale avec une clairance calculée par la méthode de Cockcroft et Gault. Il est essentiel de calculer par cette méthode et non pas par la méthode MDRD ou CKD-EPI, car les autres méthodes peuvent surestimer la fonction rénale. Il est intéressant de déterminer également la fonction hépatique et un bilan d'hémostase de base. Donc, en cas d'insuffisance rénale avec un DFG qui est inférieur à 15 ml par minute, tous les AOD sont contre-indiqués. Entre 15 et 30 ml par minute, le dabigatran ne peut être utilisé et les autres AOD peuvent être utilisés avec une dose réduite. Pour le rivaroxaban, on réduit la dose à partir d'un DFG qui est inférieur à 50 ml par minute. Pour les doxabans aussi, à partir de 50 ml par minute, on réduit la dose. Pour l'apixaban, on réduit la dose automatiquement lorsque le DFG est inférieur à 30. Et entre 30 et 50, il faut se baser sur les critères qu'on a cités tout à l'heure. La présence de 2 critères sur 3 amène à une réduction de dose. Le risque hémorragique est intéressant à déterminer car elle renseigne sur la prédisposition à saigner et surtout sur la détermination de facteurs de risque qui peuvent être modifiables comme une tension qui n'est pas contrôlée, comme l'association de certains médicaments comme l'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou la consommation d'alcool abusif qui peut augmenter le risque de saignement. Donc, dans le guide pratique de l'ESC, il y a plusieurs familles thérapeutiques avec les interactions possibles avec les 4 familles des AOD et un code couleur a été attribué en fonction de l'interaction médicamenteuse, un code jaune lorsqu'il y a un risque possible d'augmentation des taux plasmatiques, mais qui n'amène pas à une réduction automatique de la dose, un code orange lorsqu'il y a une interaction importante qui amène à réduire les doses des AOD, et lorsque la couleur est rouge, ça veut dire que cette association est contre-indiquée car elle augmente considérablement les taux plasmatiques des AOD et le risque de saignement est important. Chez les patients qui ont une pathologie néoplasique, il faut savoir que sur les dernières recommandations, les AOD ont gagné de la place et maintenant ils peuvent être suggérés comme une alternative au traitement HNF ou HPPM lorsqu'il s'agit d'une pathologie néoplasique en dehors du cancer ou en dehors du cancer gastro-intestinal. Donc, tous ces paramètres sont importants et primordiaux à étudier avant le choix de l'AOD, avant le choix de la dose. Est-ce qu'il s'agit d'une dose standard ou d'une dose réduite de l'AOD? Maintenant, après la prescription de l'AOD, quelle instruction doit-on donner aux patients pour éviter un surdosage ou un saignement? Chaque patient doit avoir une carte à lui-même qui détermine le nom de l'anticoagulant, à quelle dose et à quel horaire il doit les prendre. Est-ce qu'il doit les prendre avec le repas ou sans repas? Qui indique son médecin traitant et son contact et les informations en cas d'urgence, ça veut dire en cas d'accident de la voie publique ou autre, il faut une personne de confiance pour contacter. En cas de dose double, ça veut dire si un patient il prend au lieu d'un comprimé, 2 comprimés d'AOD. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'il s'agit d'un AOD qui est pris 2 fois par jour, ça veut dire le matin et le soir, il faut sauter la dose la prochaine dose. Si c'est la dose du soir qui est la prochaine, donc il faut sauter la dose du soir, puis le lendemain, on reprend le schéma normal, un comprimé le matin et un comprimé le soir. Lorsque l'AOD est prescrit 1 fois par jour, comme c'est le cas pour le rivaroxaban par exemple, il ne faut pas sauter de prise, il faut continuer les prises le prochain jour. Lorsqu'il s'agit d'une dose incertaine, ça veut dire le patient ne sait pas est-ce qu'il a pris le comprimé ou est-ce qu'il ne l'a pas pris. Lorsque l'AOD est en prise biquotidienne, comme c'est le cas pour l'apixaban, il ne faut pas prendre un autre comprimé tout de suite, mais il faut attendre la prochaine prise. Par exemple, si le patient, le matin, il ne sait pas est-ce qu'il a pris son comprimé ou pas, donc on attendra la prise du soir et on ne va pas prendre un autre comprimé le matin. Si l'AOD, il est pris 1 fois par jour, selon le risque thromboembolique, si le risque il est très élevé, thromboembolique est important, un chat de phase qui est supérieur à 3, il faut prendre un comprimé 6 à 8 heures après la prise incertaine et puis par la suite reprendre le schéma normal le lendemain. Si le chat de phase qui est inférieur à 2, il faut attendre la prochaine prise. Maintenant, si la dose est oubliée,
le patient, le matin, n'a pas pris son comprimé. Donc, il faut savoir qu'on peut prendre la dose jusqu'à la moitié de l'intervalle entre les prises. Ça veut dire, en cas de prescription des AOD en prise bi-quotidienne, comme la Pixaban, on peut prendre la dose jusqu'à 6 heures après l'oubli. En cas de prise d'un AOD en monoprise quotidienne, on peut prendre la dose jusqu'à 12 heures après l'oubli. Au-delà de ces intervalles, la dose doit être sautée et la prochaine dose doit être prise normalement. Et ce qu'il faut surtout ne pas faire, c'est de ne pas prendre une double dose lors de la prochaine prise. Donc, il faut donner des instructions aux patients par rapport aux chirurgies programmées. Toujours contacter son médecin traitant avant de procéder à une chirurgie. Et il faut savoir que le risque chirurgical doit être stratifié avant pour savoir quand est-ce qu'on doit arrêter et quand est-ce qu'on doit reprendre ces AOD. Je ne vais pas trop m'attarder sur la gestion périopératoire des AOD car ça mérite un traitement dans une présentation à part. Puisqu'il faut juste savoir qu'avec les AOD, quand on arrête les AOD, quel que soit le risque chirurgical, hémorragique lié à cette chirurgie, quel que soit le risque, il ne faut jamais faire de relais préopératoire par une héparine. Ça veut dire qu'on arrête les AOD la veille ou 2-3 jours avant, il ne faut jamais faire un relais par l'héparine avant la chirurgie. Il faut attendre la chirurgie et en fonction du risque opératoire, soit on reprend directement les AOD, soit de façon précoce, soit de façon plus retardée, soit de façon encore plus retardée quelques jours après. En tout cas, on pourrait, si les AOD sont décalés quelques jours après, on pourrait considérer une dose plaque d'héparine, mais il ne faut jamais faire de relais préopératoire pour éviter le saignement car l'effet des AOD est prolongé. Donc, juste pour rappeler comment on peut passer d'une anticoagulation à une autre, je vais insister surtout du passage des vitamines K vers les AOD. Il faut savoir que les AOD ne peuvent être commencés qu'après un arrêt d'au moins 3 jours des AVK avec un contrôle INR et on ne peut commencer les AOD que si l'INR il est inférieur à 2. Lorsque l'INR il est toujours élevé, il faut continuer l'arrêt de l'AVK et refaire des INR les jours qui suivent. Le passage des AOD vers les AVK peut se faire en continuant la dose des AOD et en commençant en parallèle les AVK avec un contrôle INR au 3e jour. Lorsqu'on est dans la cible thérapeutique, un INR supérieur à 2, on arrête les AOD. Lorsqu'il n'est pas dans la dose thérapeutique et l'INR il est supérieur à 2, inférieur à 2, pardon, dans ce cas, on doit continuer les AOD jusqu'à un contrôle INR adéquat. Maintenant, que faire en cas de saignement sous AOD? Il faut savoir que les AOD par rapport à la warfarine ont montré moins de risques de saignement intracrânien et moins de risques de saignement majeur et qu'il y a un meilleur pronostic en cas de saignement majeur sous AOD par rapport à la warfarine. Et il faut également noter que un saignement sous AOD, c'est une occasion pour réévaluer le choix et la dose de l'AOD, pour évaluer les facteurs de risque hémorragique modifiables, ça veut dire une tension artérielle optimale. Est-ce qu'il y a un abus d'alcool? Est-ce qu'il y a une médication qui peut interagir, qui peut augmenter le risque hémorragique comme les anti-agrégants plaquettaires ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens? Il y a un protocole de prise en charge en cas de saignement qui commence par la réalisation d'un bilan biologique et une évaluation de la gravité du saignement. Le bilan biologique, il inclut une NFS à la recherche d'une déglobulisation et il englobe un bilan d'hémostase complet avec, si possible, une activité anti-10 activée. Parce qu'une activité anti-10 activée, si elle est normale, elle élimine des taux plasmatiques qui sont élevés des AOD. Par contre, lorsqu'on a un bilan d'hémostase qui est perturbé, on ne pourra pas savoir si ce bilan d'hémostase est perturbé parce qu'il y a des taux plasmatiques élevés des AOD ou parce qu'il y a une coagulopathie qui est en train de s'installer avec le saignement, une CIVD avec consommation des facteurs de coagulation. Il faut rapidement passer à l'évaluation de la gravité, à la prise en charge de ce saignement sans attendre les résultats du bilan d'hémostase. La gravité du saignement, donc, il est évalué en fonction de certains critères. Il y a 2 types
deux grands types de saignements, les saignements majeurs et les saignements mineurs. Le saignement est dit majeur lorsqu'il survient dans un site critique, ça veut dire une hémorragie rétropéritonéale, une hémorragie intracrânienne, une hémorragie intraspinale ou intrapéricardique. Il peut être majeur du fait de la déglobulisation avec perte d'au moins 2 grammes d'hémoglobine ou la nécessité d'une transfusion de moins d'une unité de culoglobulaire. Ce saignement majeur inclut un sous-groupe de saignement majeur qui menace le pronostic vital lorsqu'il y a au moins un des critères suivants est présent, lorsque c'est un saignement fatal intracrânien, lorsqu'il entraîne une réduction de l'hémoglobine de moins 5 points, lorsqu'il nécessite une transfusion d'au moins 4 culoglobulaires, lorsqu'il associe une hypotension qui nécessite le recours aux drogues vasoactives et lorsqu'il y ait une nécessité à recourir à une chirurgie pour contrôler le saignement. Les saignements regroupent tous les saignements qui ne sont pas majeurs. Donc, en cas de saignement mineur, comme on l'a défini, un saignement qui n'est pas majeur, il faut retarder ou éliminer la prochaine prise. Et il faut reconsidérer, ça veut dire voir la liste de médicaments que prend le patient pour voir les interactions médicamenteuses possibles qui pourraient potentialiser l'action des AOD et reconsidérer le choix de l'AOD et reconsidérer la dose. Est-ce qu'on a choisi le bon AOD et est-ce qu'on a choisi la bonne dose? Lorsque le saignement il est majeur, mais qui n'engage pas le pronostic vital. Dans ce cas, en plus des mesures précédentes, il faut rapidement rétablir une bonne hémostase. Une bonne hémostase, elle peut passer par une compression mécanique, elle peut passer par une hémostase endoscopique en cas de saignement digestif, par exemple, elle peut passer par une chirurgie. Et il faut également rétablir la perte sanguine par la transfusion de culoglobulaire ou de culoplaquettaire. L'acide tranexamique, ça veut dire l'hexacil, le nom commercial au Maroc, l'hexacil peut être utilisé et considéré pour améliorer l'hémostase. Et il faut savoir que le rétablissement d'une hémostase normale et la normalisation d'un bilan biologique ne veut pas dire qu'on a contrôlé le saignement. La normalisation du bilan biologique ne permet que de faciliter le recours à certaines chirurgies qui visent à contrôler le saignement et à arrêter le saignement. En cas d'utilisation du dabigatran, on peut utiliser l'antidote qui est appelé l'idaruximab lorsque le saignement est difficilement contrôlable ou on peut recourir à l'hémodialyse si le diroxazimab n'est pas disponible. Et, comme on a dit tout à l'heure, le dabigatran est filtré à 80% par le rein et de ce fait, il peut être hémodialysé. En cas de saignement majeur maintenant qui engage le pronostic vital, en plus des mesures qu'on vient de citer, ça veut dire l'hémostase, la transfusion et avec la transfusion de culoglobulaire, de culoplaquettaire et autres. Donc, il faut administrer un antidote lorsqu'il est disponible. En ce qui concerne le dabigatran, l'antidote idaruximab, c'est un antidote qui est spécifique, ça veut dire qu'il va fixer de façon spécifique le dabigatran et qui va permettre de restituer la cascade de la coagulation. Il est administré à la dose de 2,5 grammes en 2 perfusions. Ça veut dire un total de 5 grammes en intraveineux avec des perfusions de 5 à 10 minutes. Il faut savoir qu'il faut continuer à monitorer le bilan d'hémostase car on peut assister à des réapparitions des doses de dabigatran 24 heures après, qui est ça veut dire 24 heures après la disparition de l'effet de l'idaruximab. Lorsque cet antidote spécifique n'est pas disponible, on peut recourir à la dialyse comme on a dit. Maintenant, pour les facteurs anti-10A, ça veut dire apixaban, edoxaban et rivaroxaban, l'antidote disponible, c'est l'andexanate alpha. C'est un antidote qui va fixer de façon non spécifique ces molécules et qui va agir en cassant la cascade de coagulation, en cassant la cascade de
de coagulation. Les doses qu'on administre de l'andexanate alpha, ils dépendent de la dernière prise de l'apixaban, du rivaroxaban et de l'oxaban. Ça veut dire le timing de cette prise, mais ils dépendent également des doses qui ont été prises. Il faut noter que l'hydroxyzimab est commercialisé au Maroc, mais il a un coût important, au-delà de 30 000 dirhams pour un flacon de 2,5 grammes. Par contre, l'andexanate alpha n'est pas commercialisé au Maroc et pour le moment, il est disponible seulement aux États-Unis. Donc, en cas de non-disponibilité de ces antidotes, on peut recourir à la transfusion de complexes prothrombiniques à la dose de 50 unités par kilo et on peut ajouter 25 unités par kilo s'il y a besoin. Il faut également noter ici que l'administration de vitamine K, l'administration de protamine n'a aucun intérêt en dehors d'un déficit en vitamine K et en dehors d'un traitement concomitant par héparine. Il faut noter également que l'administration de PFC en général n'est pas suffisante pour inverser les taux plasmatiques très élevés des AOD. Donc, en cas de surdosage simple, ça veut dire qu'en dehors de tout saignement, soit s'il s'agit d'une double dose, soit s'il s'agit d'une dose qui est associée à une dégradation de la fonction rénale ou à une comédication à risque d'interaction et de potentialisation des actions des AOD. Dans ce cas, ce qui est recommandé, c'est wait and see stratégie. Ça veut dire qu'on attend et on observe est-ce qu'il y a la survenue d'un saignement ou pas. Si l'ingestion est faite si le patient il vient et l'ingestion des AOD est faite avant 2 heures, il y a un intérêt à administrer le charbon activé pour diminuer l'absorption des AOD. Donc, lorsqu'il y a un AOD à double prise, quand on a dit avec un risque de surdosage, quelle que soit la raison de ce surdosage, la prochaine dose doit être sautée et puis il faut retourner au schéma normal. Lorsqu'il s'agit d'un AOD qui est pris une fois par jour, il ne faut pas sauter de prise. Pour rappel, il y a les taux plasmatiques, il y a le dosage des taux plasmatiques des AOD qui peuvent se faire, mais ils sont réservés à des centres experts et en routine, ils ne sont pas facilement accessibles. Donc, comment faire pour reprendre un AOD après un saignement et est-ce qu'il faut reprendre un AOD après saignement? Après un saignement mineur, la reprise de l'anticoagulation peut se faire en retardant une prise et en réévaluant par la suite le patient lorsqu'il y a plus de saignement, lorsqu'on a corrigé les facteurs prédisposants à ce saignement mineur, on peut reprendre les AOD aussi rapidement que possible. Lorsqu'il s'agit par contre d'un saignement majeur, dans ce cas, il faut se poser plusieurs questions. Il faut commencer par l'évaluation du bénéfice et du risque de la reprise de l'anticoagulation. Si le risque il dépasse le bénéfice, il faut dans ce cas ne pas reprendre une anticoagulation par AOD et envisager les autres alternatives. Il faut étudier le risque de récurrence du saignement. Est-ce que la cause a été détectée et a été traitée et de ce fait, si on introduit un AOD, le risque de saignement est diminué ou la cause n'a pas été traitée, elle est persistante et il y a toujours un risque de saigner. Il faut toujours checker les facteurs de risque modifiables de saignement comme une hypertension artérielle non contrôlée ou une comédication par antiagrégation plaquettaire. Il faut revoir le choix et la dose de l'AOD. En cas de saignement secondaire post-traumatique ou gynéco-urinaire néoplasique, l'anticoagulation peut être reprise une fois la cause du saignement éliminée. En général, lorsqu'il y a une élimination et en absence d'une contre-indication absolue, on peut reprendre l'anticoagulation. En cas de saignement digestif, plusieurs paramètres sont pris en compte. Donc, à savoir, est-ce qu'on a déterminé le site de saignement? Est-ce qu'il y a des angiodysplasies au niveau du tube digestif? Est-ce que la cause a été traitée? Est-ce qu'il y a un saignement qui est survenu après interruption du traitement? Est-ce qu'il y a un alcoolisme chronique? Est-ce qu'il s'agit d'un sujet âgé qui est fragile? Et dans ce cas, tous ces paramètres doivent être pris en compte pour voir est-ce que cette évaluation est en faveur d'une reprise ou pas de l'anticoagulation. Si elle est en faveur d'une reprise de l'anticoagulation, il faut reprendre aussi rapidement que possible. Si elle n'est pas en faveur d'une reprise de l'anticoagulation, il faut dans ce cas envisager des alternatives comme la fermeture de l'auricule. Est-ce qu'on peut reprendre des AOD après un AVC hémorragique?
il faut savoir que l'antécédent d'un AVC hémorragique spontané est une contre-indication à l'anticoagulation par AOD, sauf si la cause est réversible. Ça veut dire si l'AVC hémorragique était secondaire à une HTA qui n'était pas contrôlée, s'il était secondaire à un anévrisme ou des malformations vasculaires qui ont été traitées et éliminées, ou si elle a été secondaire à une trithérapie qui a été ajustée par la suite. En général, les études ont montré que les AOD sont préférés aux AVK s'il y a une décision de reprise d'une anticoagulation après un AVC hémorragique. Et s'il y a cette décision, il faut reprendre les anticoagulants oraux directs 4 à 8 mois après l'AVC hémorragique, après une concertation pluridisciplinaire qui fait intervenir le cardiologue et le neurologue. Lorsque cette évaluation n'est pas en faveur de la reprise d'une anticoagulation, la fermeture de l'auricule peut être envisagée, sachant que les essais cliniques n'ont pas étudié cette situation particulière de fermeture de l'auricule et de bénéfice de fermeture de l'auricule après la survenue d'un AVC hémorragique chez des patients qui ont été traités par AOD. Donc, on va finir par un cas clinique de la vie quotidienne. Une patiente qui est âgée de 82 ans, qui est hypertendue, qui est diabétique, qui consulte pour des palpitations et chez qui l'ECG retrouve une fibrillation auriculaire. Donc, c'est une patiente, il faut poser la question, est-ce qu'il faut l'anticoaguler et comment on va l'anticoaguler? Donc, on va suivre le même guide de prescription qu'on a élaboré tout à l'heure. Donc, on va commencer par l'indication. Est-ce qu'il y a une indication à anticoaguler cet FA? Elle a un Schadds-Vas qui a 5, donc il y a une indication à anticoaguler cet FA. C'est une patiente qui a un âge de 82 ans, qui a un assez bon état général, qui a une bonne autonomie, qui vit avec sa fille. Il a un poids à 69 kg. Il a une tension artérielle à 165/85. Sur sa biologie, elle a une créate à 12 mg par litre avec un DFG à 39 ml par minute, une bonne fonction hépatique et un bon bilan d'hémostase. Son Hasbled calculé est à 3. Ça veut dire qu'il a un risque hémorragique important. Et là, une comédication par de l'amiodarone, par de l'aspirine qui a été prescrite par son médecin généraliste. Elle prend de l'insuline, elle prend un IPP, elle prend de l'amlodipine pour son hypertension artérielle. Elle n'a pas de téranéoplasie connue. Il a une notion de gastrite traitée, mais on n'a pas de document. Donc, sur cette base, quels sont les facteurs et les paramètres qui pourraient modifier la prescription des AOD? Donc, on a l'âge qui est à 82 ans. On est déjà dans la tranche d'âge au-delà de 80 ans. On a un poids qui rentre dans la normale, donc il ne va pas entraîner une réduction de dose. Et c'est une patiente qui a une tension artérielle à 165 sur 83, ça veut dire qu'elle n'est pas contrôlée sur le plan tensionnel. Elle a un DFG selon la formule de Cockcroft-Gold qui a 39 ml par minute, donc entre 30 et 50. Donc, il peut amener à réduire la dose chez certaines molécules. Elle a un Hasbled qui est à 3, ça veut dire qu'elle a un risque hémorragique qui est important. Et elle a une comédication par de l'amiodarone et de l'aspirine. Donc, déjà, à ce stade, qu'est-ce qu'on peut faire avant de choisir un AOD? Donc, on pourrait déjà agir sur les facteurs qui sont modifiables. Donc déjà, si on peut améliorer ces chiffres tensionnels en ajoutant un autre antihypertenseur, on va normaliser sa tension artérielle, on va enlever l'aspirine puisqu'il n'y a pas d'indication formelle à garder cette anti-agrégation plaquettaire qui va potentialiser le risque de saignement. Déjà, en traitant ces deux paramètres, on a diminué le Hasbled à 1 et on a diminué le risque hémorragique. Maintenant, quel AOD peut-on prescrire et à quelle dose? Donc, on va voir les possibilités. Donc, c'est une patient qui est en FA. Donc, on va se recourir au tableau FA. On est soit dans l'apixaban 5 mg 2 fois par jour et on va voir est-ce qu'il y a des critères qui pourraient amener à réduire la dose. Son poids, il est de 69 kg, donc ce critère, on ne le retient pas. Il a un âge supérieur à 82 ans, donc on a un critère. Il a une créate qui, à 12, elle n'est pas supérieure à 15, donc on a un seul critère. Donc, si on va prescrire de l'apixaban, ça sera 5 mg 2 fois par jour. En ce qui concerne le dabigatran, c'est une patiente qui a 82 ans, elle est au-delà de 80 ans, donc on va recourir à la dose réduite de 110 2 fois par jour si on choisit cette molécule. L'endoxaban n'est pas encore commercialisé au Maroc, donc le rivaroxaban
elle a une clairance de la créate, cette dame, qui est à 39, entre 15 et 50. Donc, on a un critère de réduction. Et si on va prescrire le rivaroxaban, elle sera prescrite à 15 mg. Donc, on a 3 possibilités. Quelle possibilité on va choisir? Donc, dans le rivaroxaban, on est déjà dans la dose réduite. On est à 15 mg par jour en monoprise. Dans la Pixaban, on est 5 mg 2 fois par jour et on a toujours la possibilité, en cas d'ajout d'un autre paramètre, de réduire la dose. Dans le dabigatran, on est déjà dans la dose réduite 2 fois par jour et en se basant sur l'âge. Sachant que la patiente a un antécédent de gastrite traité et on n'a pas beaucoup de documents par rapport à ces antécédents gastro-intestinaux, le dabigatran laisse poser un point d'interrogation. Donc, on a choisi d'anticoaguler cette patiente par apixaban 5 mg 2 fois par jour, d'autant plus que ce produit a une demi-vie courte et c'est une patiente qui est autonome, qui vit avec sa fille. Donc, l'adhérence aux médicaments, même s'il est en prise biquotidienne, est bonne dans ce contexte. Donc, une année après, cette dame, elle a eu une infection Covid-19. Elle est devenue cachexie, elle a perdu du poids. Elle consulte pour un seul épisode d'épistaxis de faible abondance. Sa fille dit que la dernière prise de l'apixaban était le matin. Et cliniquement, c'est une patiente qui est stable et elle a une bonne tension artérielle. Il n'y a plus d'épistaxis actif. Il a une hémoglobine qui est à 12,3, des plaquettes qui sont normaux, un bilan d'hémostase qui n'est pas alarmant et une créate qui est à 12 mg par litre avec un DFG qui est estimé par la méthode Cook-Hofta-Gold à 31,2 versus 39 de DFG avant, puisque la patiente elle a perdu du poids. Donc, est-ce que c'est un saignement qui est grave? Donc, c'est un saignement qui est mineur parce qu'on n'a pas les critères de saignement majeur, elle n'a pas déglobulisé, elle n'a pas nécessité de transfusion et c'est un saignement qui survient par le nez. Donc, ce n'est pas un site critique de saignement. Donc, c'est un saignement qui est mineur. Que faire? Donc, on va recourir à la prise en charge d'un saignement qui est mineur. Donc, en saignement mineur, il faut retarder la prochaine dose. Donc, elle a pris 5 mg le matin, donc elle ne va pas prendre la dose du soir. Il faut reconsidérer la médication qu'elle a pris. Donc, il faut poser des questions. Est-ce qu'elle a pris un ANS? Est-ce qu'elle a pris une corticothérapie? Est-ce qu'elle a pris une autre médication ou une antibiothérapie qui pourrait interagir avec l'apixaban et potentialiser son action? Et il faut se poser des questions sur l'AOD, sur le dosage. Est-ce qu'on est toujours dans la bonne dose? Donc, on va reprendre le même protocole et le même guide. Donc, on a toujours l'indication d'anticoagulation. C'est une patiente qui a maintenant 83 ans. Elle a un poids à 59 kg versus 69. Elle a une créate à 12. Et avec le nouveau poids, on a estimé le DFG à 31,2 ml par minute. On a toujours un ASBL qui est à 1 et elle n'a pas pris d'autres médications qui pourraient potentialiser l'action de cette AOD. Donc, que faire? Maintenant, on a 2 critères parmi les 3. Donc, on a un poids qui est inférieur à 60 kg. On a un âge qui est supérieur à 80 ans. On a 2 critères parmi 3. Donc, on est dans les recommandations de diminuer la dose de l'apixaban à 2,5 mg 2 fois par jour. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a diminué la dose de l'apixaban à 2,5 mg 2 fois par jour. Il faut savoir que il faut toujours monitorer le poids, il faut toujours monitorer la créate, car une dégradation de la fonction rénale peut amener à changer la prescription, ou une amélioration du poids peut guider à augmenter les doses de l'apixaban. Donc, en pratique, il faut se poser ces questions, ces différentes questions pour un bon choix de l'AOD, pour un bon choix de la dose, entre dose standard ou dose réduite. Les antidotes, ils existent, mais on sait que la disponibilité n'est pas toujours facile et leur coût est très important. Ils sont très chers et il y a pour le moment que le Praxband qui est disponible avec un coût qui est très important, d'où l'intérêt de la prévention qui passe par une bonne évaluation avant de prescrire un AOD et un bon suivi, un bon monitorage clinique et biologique. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Michael, pour cette belle présentation. Merci, Salim, aussi, pour ta présentation qui était
aussi exhaustive et intéressante. Maintenant, la parole est à l'audience. Donc, c'est vraiment très intéressant ce qui vient d'être dit. Il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. J'espère bien que ça va susciter des questions par les jeunes et les moins jeunes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer le débat ou commencer la discussion pour ces deux présentations? En tout cas, je voudrais remercier Hanan pour sa présentation. C'était bien, surtout le cas clinique. J'ai beaucoup aimé le cas clinique, donc c'était très intéressant. Merci, merci. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais commencer par poser une question à Salim concernant justement notre contexte avec les valvulopathies, notamment les valvulopathies mitrales. Bon, on est d'accord que le rétrécissement mitral, c'est niet, donc on ne donne pas des AOD. Mais par contre, pour les fuites mitrales, ce que tu as montré, des fuites minimes ou des fuites importantes, bon, on peut donner les AOD, mais il faut faire la part entre ces fuites minimes et fuites importantes. Et en général, ces fuites, dans notre contexte, c'est rhumatismal. Donc, tu as dit que c'est possible. Mais je ne sais pas, moi j'aurais quand même une petite peur de prescrire les AOD chez ces populations, sachant bien que des fois, l'IM est associé avec un RM qui est lâche. Donc, il y a toujours un certain rétrécissement. Les valves sont un petit peu épaisses. Je ne sais pas ce que tu penses. Bon, pour les rhumatismos, j'ai toujours cette peur d'aller vers les AOD, surtout quand c'est mitral. Exactement. Qu'est-ce que tu penses? Le problème, c'est dans les études, la plupart des valvulopathies mitrales, enfin les lésions mitrales incluses dans les études, c'était généralement soit d'origine dégénérative, soit des lésions mitrales dans un contexte de cardiopathie ischémique. Et ça représentait même pas le un quart des patients qui avaient une valvulopathie qui était rhumatismale. Et donc, par conséquent, d'évaluer les AOD chez ce groupe de patients valvulaires dans notre contexte, c'est un peu difficile. Et se calquer directement sur ce que disent les différentes études, c'est un peu difficile. Mais généralement, une autre chose à savoir, c'est que la plupart des valvulopathies sévères, dans notre contexte, il faut les opérer, rhumatismales. Et à ce moment-là, on sera peu confronté aux patients qui gardent une aisance mitrale sévère et non opérée. Généralement, si on a une valvulopathie qui n'est pas sévère, à ce moment-là, les AOD peuvent être prescrits, mais je pense qu'une fois on est dans l'aisance mitrale qui est sévère, en attendant de faire une chirurgie, ça serait judicieux, ça serait raisonnable de le garder le patient sous antivitamine K. Tout à fait, mais opérer, c'est-à-dire que si on a une plastie mitrale, on a toujours cette possibilité de discuter. Donc, les fuites mitrales, bon, on n'en a pas des masses pour les opérer, mais bon, peut-être que c'est... Bon, moi, j'ai peur, franchement, pour les fuites mitrales, mais peut-être que c'est une inertie de ma part. Donc, faut-il La pas... plupart des médecins, donc, on a peur de prescrire des AOD, surtout chez des valvulaires. Mais maintenant, il y a des choses à comprendre en considération. C'est peut-être la dose. Il faut peut-être une dose plus élevée pour être plus protecteur chez ce groupe de patients valvulaires. Enfin, tout court, même, on ne parle pas des prothèses, mais même une valvulopathie, que ce soit rhumatismale ou autre, peut-être il faut une dose plus élevée. Mais en même temps, Merci. c'est très bien que dans les AVK, on a toujours peur. Moi, déjà, à chaque fois que je prescris un AVK, j'ai peur, sincèrement. J'ai peur du risque hémorragique. Je sais très bien que, il y a un risque de 25% qu'il fasse une complication hémorragique dans le suivi. Et je préfère donner un AOD. On n'a pas de suivi. On est plus sécuritaire et oui, plus à l'aise quand on donne un AOD. En espérant que ça sera valable pour toutes les valvulopathies, mais c'est vrai, comme vous avez dit, pour l'instant, dans notre contexte valvulopathie rhumatismale, en attendant de faire la chirurgie, le risque de formation de thrombus est beaucoup plus élevé. Peut-être que les AVK seraient plus efficaces que les AOD dans ce contexte-là. Merci. D'autres questions dans l'audience?
Dr Chenbouli. Oui, vas-y. Donc, tout d'abord, je remercie professeur Harous et Dr Michal pour l'excellence de leur topo. Euh, donc, pour moi, il s'agit plus d'une réflexion que d'une question. C'est concernant la fermeture d'auricule gauche. Donc, on peut imaginer conceptuellement que fermer l'auricule peut remplacer même le traitement anticoagulant. Mais donc, dans les études et le registre de vraie vie, ça n'était pas efficace. Puisque pour une raison, c'est que la formation des thrombis au niveau de l'oreillette ne concerne pas que l'auricule gauche. Donc, même si on le ferme, on aura une formation de thrombus et des événements ischémiques. Et deuxièmement, ça aussi, ça ressort dans les recommandations européennes. Même après un accident hémorragique cérébral, si on regarde les recommandations, donc la reprise des anticoagulants passe avant la fermeture d'auricule. Et ceci principalement parce que l'étude qui avait validé la fermeture d'auricule, l'étude Protect AFET, a comparé la fermeture d'auricule versus warfarine. N'a pas comparé versus les nouveaux anticoagulants directs. Donc, peut-être qu'on aura besoin d'études comparant la fermeture d'auricule versus les traitements AOD pour justifier cette procédure. Et ça rejoint aussi pour les patients qui ont des FA valvulaires, donc qui vont être opérés. La fermeture systématique de ces auricules par voie chirurgicale n'est pas encore systématique. Sinon, à part ça, les topos étaient excellents. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de contact avec ces AOD parce que notre population de patients, on ne peut pas les prescrire, on ne peut pas les... vu leur coût, sinon, c'était très bien. Tu veux répondre, docteur Michal, sur la fermeture Oui, des bien auricules? sûr, comme a dit Dr Chembouli, il a tout à fait raison. La fermeture de l'auricule, elle n'a pas figuré en étude ou en comparaison avec les AOD par rapport à leur efficacité. Donc, il n'y a pas de comparaison entre fermeture de l'auricule par rapport à l'AOD. Mais il faut savoir que la fermeture de l'auricule, on la garde comme dernière alternative lorsqu'on ne peut pas introduire et reprendre en anticoagulation orale directe. Et en général, c'est une décision qui est très difficile à prendre et qui se fait en consultation pluridisciplinaire et qui prend en compte plusieurs paramètres. Et quand le risque hémorragique il est très important, c'est le recours qu'on a en dernier en sachant qu'il n'y a pas d'études et qu'il n'y a pas de support scientifique de cette décision. Donc, comme a dit mon collègue, peut-être que dans l'avenir, on aura des essais thérapeutiques qui vont comparer les fermetures de l'auricule versus AOD. On verra le bénéfice et le risque de chaque procédure et on aura plus d'éclaircissement sur cette question. Merci pour la remarque et pour la réponse. Effectivement, c'est pertinent. Cette fermeture d'auricule, déjà, c'est un geste qui ne se fait pas couramment, encore moins dans notre contexte. Mais quand même, le fait de fermer l'auricule, on a une diminution quand même de formation de thrombie. Ce n'est pas qu'elle n'a pas d'effet, mais elle a quand même un effet peut-être qui n'est pas de 100%, mais elle a un effet sur la diminution des thrombies intracavitaires. Exactement. Oui, Salim, tu veux dire autre chose? Il y a d'autres mécanismes de formation de thrombus en cas de FA, comme l'auricule droit. On s'intéresse très peu à l'auricule droit, mais on peut avoir la formation de thrombus, mais généralement, ça passerait rarement côté gauche. Mais il y a une chose que je voulais soulever une petite question à Hanan. Donc, je t'ai vu mettre une plaque sur le saignement cérébral et comme quoi, si on a un saignement cérébral, c'est pas recommandé de reprendre les traitements anticoagulants après. Surtout, on parle ici des AOD. J'ai eu un cas hier, c'est une patiente qui a fait une hémorragie méningée il y a 4 mois. Et 4 mois, avec une bonne évolution, elle a fait l'artériographie cérébrale, c'était normal. Après un scanner de contrôle, il n'y avait plus de saignement. Elle a fait une thrombose veineuse profonde.
elle est récente. Et maintenant, on est dans une situation un peu difficile. Avec le scanner de contrôle, il n'y a toujours pas de saignement. Mais là, dans ce cas-là, on est obligé de donner un traitement anticoagulant. Alors, moi, je vais donner une pratique, mais après, tu me diras ce que tu as trouvé lorsque tu as préparé ce topo. En fait, je n'ai pas donné de dose de charge d'AOD. J'ai donné directement un AOD à dose, enfin, ce qui est recommandé, comme pour l'AFA. Enfin, voilà. Et je refais un scanner cérébral pour voir s'il n'y a pas de saignement. Et c'est ce que j'ai fait pour l'instant. Je ne sais pas ce que, maintenant, avec ta recherche, s'il y a autre chose à proposer. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé sur le position paper, c'est que antécédent d'AVC hémorragique, lorsque on a une cause traitable, une cause expliquée, on peut reprendre une anticoagulation, d'autant plus qu'il y a une indication là de thrombose veineuse profonde, donc on doit anticoaguler dans tous les cas. Les AOD par rapport aux antivitamines K, ils ont moins de risque de ressaignement hémorragique au niveau cérébral, donc ils sont plus sécuritaires par rapport aux antivitamines K. Reprendre une anticoagulation orale après un AVC hémorragique n'est pas une décision facile. Donc, il faut respecter un délai au moins d'1 à 2 mois, donc 4 à 8 semaines après l'AVC hémorragique. Dans ce cas-là, il était déjà à 4 mois de son AVC hémorragique. Il n'y avait pas de stigmate hémorragique. Il a fait un angioscanner, donc il n'y avait pas de malformation vasculaire qui pourrait être à l'origine de saignement intracrânien. Donc, si il s'agit d'un saignement ici spontané, donc on est dérangé, on n'a pas, je ne sais pas dans quel contexte elle a fait une hémorragie méningée, est-ce qu'elle a fait avec un pic tensionnel ou autre. Donc, ça risque une cause qui n'a pas identifié de risque. Mais dans tous les cas, je pense qu'on doit anticoaguler. Là, est-ce qu'il faut reprendre avec l'anticoagulation dans la TVP avec une pleine dose, ça veut dire la dose de charge, puis reprendre, ou passer directement à la dose? Moi, je pense qu'il serait moi, en fait, j'ai pas trouvé de. Moi, c'est juste une réflexion personnelle. Je pense qu'il serait préférable de choisir certains anti-AOD qui commencent par une thérapie initiale par HNF plutôt qu'une dose de charge. Peut-être si on donne HBPM à dose curative pendant 5 jours, après on fait un relais avec une dose de fond, sera plus sécuritaire que de charger des patients avec des fortes doses de rivaroxaban ou d'apixaban. Là, ça reste une réflexion personnelle, mais il n'y a pas de recommandation claire sur la reprise d'anticoagulants et à quelle dose on doit reprendre en cas de TVP après un AVC hémorragique. Oui, mais effectivement, ces réflexions sont intéressantes et comme tu as dit tout à l'heure, la prise de décision, c'est multidisciplinaire. Donc, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une discipline. Il y a les neurologues, les cardiologues, les réanimateurs, les hématologues. Donc, il y a toute une discipline pour prendre cette décision. Les radiologues aussi. Peut-être que j'aurais peut-être demandé un autre avis de radiologie. Tu sais que ces anévrismes artériolaires, ce n'est pas toujours évident. Et j'aurais peut-être demandé un autre avis de réinterprétation. Ça pose problème, moi, au niveau de ces anévrismes intracérébrales. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, dans le même sujet, je reste toujours sur les solutions un peu mécaniques. Et quid du filtre cave dans cette situation? J'y ai pensé. Le problème des filtres cave, c'est vraiment le dernier recours parce qu'eux aussi, ils sont thrombogènes. C'est un matériel étranger qui est à l'intérieur de la veine cave et que, bon, en général, ils sont plus utilisés en cas de cancer. Mais tu as parfaitement raison, si tu n'as pas d'autre alternative, il faut y aller. Mais donc, on n'a pas beaucoup d'alternatives chez cette patiente. Il faut surveiller peut-être que, comme a dit Hanan, démarrer avec de l'HBPM qu'on peut arrêter rapidement et contrôler le scanner et puis aller vers les AOD après. Mais c'est toujours difficile de donner une décision ou une prise en charge
qui est vraiment sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir tout le monde. Donc, c'est Safia Bourakh. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette formation médicale continue. Donc, j'ai une petite question par rapport aux saignements qui surviennent sous AOD. Donc, comment peut-on imputer ce saignement aux anticoagulants oraux directs, d'autant plus qu'on n'a pas de fort marqueur biologique. Donc, est-ce que ça constitue toujours une limite des AOD? Est-ce que le diagnostic est toujours fait de façon rétrospective? On connaît très bien que le TCA n'est pas très fiable. Donc, je ne sais pas s'il y a de nouveautés par rapport à l'incrimination, enfin, au diagnostic rapide du saignement qui va être secondaire à un surdosage aux AOD. Là, je me permets de te répondre sur la lumière du position paper. Donc là, ce qui est recommandé en cas de saignement sous AOD, c'est de lancer un bilan biologique rapidement, mais de ne pas attendre les résultats avant de réagir. Donc, on lance le bilan et selon le protocole que je viens de présenter, on réagit selon la gravité du saignement, quels que soient les résultats par la suite. Mais en général, lorsque le bilan biologique et d'hémostase revient, comme tu as dit, le TP ou le TCA, on peut trouver, c'est pas relié vraiment, on ne sait pas si c'est les AOD ou pas. En général, il est intéressant de doser l'activité anti-10A. Lorsque l'activité anti-10A pour l'apixaban, pour le rivaroxaban, pour l'édoxaban, elle est normale, lorsqu'elle est normale, ça veut dire que ça élimine des taux plasmatiques élevés d'AOD. Lorsqu'elle est anormale, dans ce cas, il faut interpréter et savoir en fonction des anomalies qu'on a retrouvées. Peut-être c'est en faveur d'un surdosage. Il y a les taux plasmatiques des AOD qui se font. Maintenant, ils sont décrits par les études, mais il faut être un peu logique et dans le contexte qu'on vit, de notre contexte quotidien, il n'y a pas de dosage qui se font en pratique, donc c'est difficile d'avoir recours à ces dosages qui sont assez intéressants pour pouvoir gérer la suite et pour administrer les antidotes également. Il y a dans le position paper également un paramètre biologique qui est décrit par rapport au dabigatran. Donc, les anti-10A, c'est pour les inhibiteurs du facteur 10 activé. Il y a le temps de l'écarine. Le temps de l'écarine, il est décrit pour la surveillance du dabigatran. Et s'il est normal, il élimine des taux élevés plasmatiques de dabigatran, mais encore là aussi, en pratique courante, ils ne sont pas faits. Donc, ce qu'on a sous la main, c'est TCA et TP. Et voilà, temps de saignement plus ou moins. Et wait and see aussi, peut-être. Pardon? Wait and see aussi, peut-être. On arrête et on... Si le saignement il est mineur, oui, wait and see, on va voir si le saignement il se résorbe, si on résout tous les cofacteurs qui pourraient entraîner une potentialisation de l'effet anticoagulant et tout retourne dans la normale. Oui, on va dire que c'est un stable surdosage. La question qui se pose surtout avec les saignements un peu graves, parce qu'on a besoin d'administrer des antidotes et parce que l'hémostase il peut être difficile. Donc là, c'est pour ça que sur la présentation, j'ai beaucoup insisté sur les bonnes pratiques pour prescription d'un AOD. Donc pour le moment, on n'a pas la main facile sur les antidotes, on n'a pas la main facile non plus sur les complexes prothrombiniques. On n'a que le PFC sur le centre de transfusion, sachant que le PFC, il faut vraiment administrer beaucoup de pochettes et ça ne suffira jamais pour régler et pour neutraliser l'effet des AOD. Donc, il faut vraiment prescrire les bons AOD et chez des patients qui ont des vraies indications et des bonnes indications et aux bonnes doses. Et toujours monitorer les paramètres qui pourraient augmenter les saignements, donc fonction rénale, fonction hépatique, plaquettes, âge, poids, donc tous les paramètres, comédication surtout, qui pourraient entraîner un accident hémorragique sous AOD. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci. Une dernière question avant de clore, parce que ça commence à faire tard. Est-ce qu'il y a une autre remarque, une autre question? Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. C'est Dr Karmouchi. Je voudrais rapidement poser une question avant de remercier professeur Arros et Dr Michel pour la qualité de l'excellente de leur présentation. J'ai une question. C'est que est-ce qu'on peut prescrire les AOD chez les patients qui sont en insuffisance rénale chronique terminale et qui bénéficient déjà des séances d'hémodialyse? Est-ce que c'est possible ou c'est toujours contre-indiqué? Et merci. Bonne question.
Oui, donc non, on peut pas. On peut pas prescrire chez les patients qui sont en hémodialyse. Non, on peut pas prescrire. Donc, dès que le DFG il est inférieur à 15, chez des patients qui ne sont pas dialysés ou qui sont dialysés, on peut pas prescrire. Non, c'est une contre-indication absolue aux AOT. Même pour le Donc, dabigatran, sachant bien que le dabigatran est éliminé par le rein. le dabigatran, il est contre-indiqué à partir d'une clairance à 30 ml. Donc, c'est l'AOD en fait qui n'est Non, pas non, prescrit. Oui. mais qui est en hémodialyse. La question est, c'est en hémodialyse. Il est Oui, en hémodialyse. justement, parce que quand il va être hémodialysé, tout l'effet des AOD va être éliminé par l'hémodialyse. Il va être filtré dans la machine et le patient ne sera plus anticoagulé. Parce qu'en fait, si on a un saignement sous dabigatran et qu'on n'a pas d'antidote, on propose l'hémodialyse pour filtrer le produit. Donc, Exactement, comme traitement palliatif de... donc voilà, en absence d'antidote, c'est l'hémodialyse en cas de saignement pour filtrer le produit. Donc, si c'est des patients qui sont dialysables avec le dabigatran, on administre par voie orale, mais quand il va faire ça en hémodialyse, tout le produit il va partir avec la machine. D'accord, merci beaucoup. De rien. À noter aussi qu'en fait, il n'y a pas que l'insuffisance rénale chronique terminale avec un DFG inférieur à 15, il y a également la cirrhose hépatique stade C qui est une contre-indication absolue aux AOD. Et le stade B, c'est vraiment discuté au cas par cas, mais en général, il faut prendre beaucoup de précautions. Dans le stade A, on peut prescrire. À partir du stade BC de cirrhose hépatique selon le score de Child-Pugh, il faut faire attention au stade B et c'est contre-indiqué au stade C. OK. Ben, Professeur merci Abbas, si vous beaucoup. permettez, avant de conclure, est-ce que je peux dire un tout petit mot, même si ça fait un peu tard? Oui, bien sûr, Ali. Vas-y. Voilà, je voulais juste, voilà, j'étais vraiment content d'assister aux deux présentations qui étaient vraiment très intéressantes. Et je voulais rebondir sur le cas clinique qu'a présenté mon ami Salim. Donc, c'est des situations qui sont vraiment ultimes devant un malade qui a haut risque embolique, même si l'embole est veineux, avec un risque hémorragique qui est très élevé. Alors, ce sont des situations qui sont extrêmes et qui, parfois, donc le conseil qui peut être donné dans ces situations-là, c'est surtout, comme a dit notre ami Michel dans sa présentation, et comme ce qu'il y a dans le position paper, il faut toujours agir sur les facteurs de risque modifiables de saignement. Quand on a un patient de ce genre-là, il faut surtout qu'on n'ait pas des chiffres tensionnels élevés. Il faut essayer de vérifier ces médicaments pour éviter qu'il y ait une interférence, un surrisque hémorragique. Donc, si on arrive à agir sur ces facteurs de risque hémorragique, il est possible que, et on est obligé d'indiquer un traitement anticoagulant à base d'AOD, on va réduire le risque hémorragique à un point très important et sans priver le malade d'un traitement anticoagulant. Et je pense que en même temps, dans une autre idée, c'est l'avancée majeure actuellement dans la prescription des AOD chez les malades valvulaires. C'est les situations intermédiaires. Quand on a une valvulopathie qui n'est pas significative, par exemple une double fuite mitro-aortique, c'est fréquent, même si elles sont rhumatismales, et c'est des patients qui sont en EFA, et c'est vrai que ces malades-là, on les mettait avant sous AVK, et on avait peur qu'ils saignent, même si on agissait sur les facteurs de risque hémorragiques modifiables. Donc, le fait de nous permettre de prescrire des AOD chez ce groupe de patients, moi, il me semble que c'est une avancée majeure en termes de prescription des AOD chez ce groupe de malades. Voilà. Oui, merci beaucoup pour tes remarques. Donc, ça me reste qu'à vous remercier. Et merci, Dr Salim, merci, Dr Michel. Et j'ai vraiment bien aimé ton observation. Est-ce que c'est une observation de ta tête ou c'est une observation du vrai? Non, c'est une observation de ma tête. En fait, parce que j'ai essayé de regrouper un petit peu quelques paramètres pour faciliter un petit peu le cas clinique et pour qu'il soit un peu intéressant et qu'il calque avec le sujet. Mais j'imagine que c'est un cas qu'on peut rencontrer chaque jour. Ce sont des patients. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors, avant de conclure, je donne la parole à Lamia. Merci encore les laboratoires Pfizer pour le soutien que vous faites. Si tu veux dire un petit mot, Lamia. Oui, professeur Abbel. Bah, franchement, c'était une agréable soirée. Franchement, j'étais vraiment agréablement surprise. Bon, professeur Aros, tabarakallah, la présentation, elle était très bien. Et surtout, docteur Michel, pour le si peu de temps qu'elle avait,
Franchement, c'était brillant de sa part. Franchement, je suis vraiment très contente d'avoir assisté avec vous à ce débat très, très intéressant. Et je tiens à vous remercier de nous avoir donné l'occasion d'être présent avec vous et de vous supporter pour votre formation médicale continue. Merci beaucoup. Merci Lamia. Et effectivement, c'est les AOD qui prennent de plus en plus de la place, et aussi bien pour les médecins que pour les malades. Ça leur facilite la vie au niveau du traitement. Donc, ça ne me reste qu'à vous remercier, vous souhaiter bonne soirée et à demain, Inch'Allah. À demain. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.